Bonsoir Éric Dupond-Moretti. Bienvenue. Vous êtes garde des Sceaux, ministre de la Justice. Nous allons revenir sur cette circulaire que vous portez aujourd'hui, qui est la conséquence de ce comité de crise interministériel. Juste avant ça, je voudrais savoir quel regard vous portez sur ce qui traverse notre pays depuis 3 jours et 2 nuits maintenant. D'inquiétude, d'incompréhension aussi. C'est-à-dire que la mort de ce jeune homme, qui est un drame, ne peut en aucune façon servir de prétexte. Et qui a, de la part des casseurs, des fauteurs de troubles, une forme de cynisme qui est insupportable. Les gens qui étaient sur ce plateau il y a quelques instants, peut-être, les avez-vous entendus, notamment cette maman qui travaille au dialogue avec les jeunes. Elle dit qu'ils n'en peuvent plus, qu'il y a des années et des années de souffrance, de contrôle aux faciès, de racisme de la part de la police, qui a fait que c'est un drame qui a fait exploser la marmite. Oui, j'ai entendu ce qu'elle disait, je n'ai pas tout entendu, mais elle parle d'un racisme systémique, de violence policière systémique. Écoutez, même la maman de Naël, elle dit, moi, j'en veux à l'artisan de mon malheur, mais j'en veux pas à la police. Et je rappelle d'ailleurs que c'est un policier qui est mis en examen, c'est pas la police. Ces amalgames, ils sont très faciles, ils sont trop faciles, et ils génèrent évidemment une montée des tensions. Donc il n'y a pas de violence policière, comme on l'entend, il n'y a pas de contrôle aux faciès, il n'y a pas de problème dans la police en France. Mais quand il y a des contrôles aux faciès, il y a un certain nombre de textes qui régissent la déontologie policière, et s'il y a ce genre de débordement, ce genre de choses illicites, illégales, il y a dans ce pays des voies de recours et la justice peut intervenir. Voilà ce que je veux dire. Est-ce que vous soutenez l'idée que la police de notre pays est raciste, que la police tue? Certains le disent, ça, pour un petit bénéfice politicien, mais ce n'est pas l'idée que je me fais des choses, et ça n'est pas la réalité, ni comme ministre, ni comme avocat que j'ai été durant 35 ans. Qu'il y ait des choses qui ne marchent pas, sans doute, et que la justice soit au rendez-vous. Et elle est au rendez-vous ici d'ailleurs, car je rappelle que le procureur de la République a requis la qualification d'homicide volontaire, que 2 juges d'instruction ont été saisis, qu'ils ont également retenu cette qualification, qu'ils ont fait droit aux réquisitions du procureur de la République tendant au placement en détention, et qu'un 4e magistrat, un JLD, a fait droit à cette demande et à ces réquisitions. J'entends, moi, hier, la maman qui dit « moi, je souhaite que justice me soit rendue ». La justice est en cours, et en tous les cas, Monsieur Boursier, on va le dire, la justice, elle ne se rend pas en pillant des magasins à 2 heures du matin, en fracassant des établissements publics et en s'en prenant aux personnes. Est-ce que vous entendez, Monsieur le ministre, que certains disent la justice, là, elle va être rendue parce qu'il y avait des smartphones pour filmer la scène? Ceux qui disent combien y a-t-il de Naël dont la mort n'a pas été filmée? Moi, je connais pléthore de dossiers, monsieur, où des policiers ont été incriminés et où on est allé jusqu'au bout du processus judiciaire, c'est-à-dire une condamnation. Mais je ne veux pas, comment dirais-je, tenir ces propos à propos de la situation et du cas qui nous occupe pour une raison simple, c'est que le garde des Sceaux ne peut pas intervenir dans les affaires qui sont en cours. Mais là aussi, on ne peut pas dire que jamais les procès ne vont à leur terme. C'est pas vrai. Et ça encore, je peux vous le dire en ma qualité de ministre, je peux également vous le dire en ma qualité d'avocat. C'est à force de dézinguer la police et la justice qu'on a des gamins qui ne croient plus en rien. Monsieur le ministre, je voudrais revenir donc sur cette circulaire. Elle est là. Elle est donc la conséquence de ce comité interministériel. J'ai cru comprendre qu'il y avait des divergences sur les mesures à prendre, qu'il y avait des idées d'un côté plus d'amende, d'observation. Vous étiez tenant d'une ligne plus dure, plus efficace? Non, je ne pense pas qu'il y ait eu des divergences. Il y a eu beaucoup de discussions et de réflexions. C'est bien normal. Le CIC s'est tenu sous l'égide du président de la République, présence de la Première ministre, d'un certain nombre de ministres, bien sûr. Et nous avons considéré qu'il y avait une marche judiciaire qu'il convenait de mettre en place, d'où cette circulaire que j'ai signée cet après-midi. J'ai ensuite organisé une visioconférence avec les procureurs généraux, à la fois pour savoir ce qui s'était passé dans leur ressort et pour expliciter davantage encore, s'il en était d'ailleurs besoin, cette circulaire qui doit rentrer en application immédiatement. Que faut-il retenir de cette circulaire? Plusieurs choses. D'abord, il y a des considérations techniques pour mieux appréhender les armes, par exemple, et mieux sanctionner ceux qui les transportent
voire qui les utilisent. Ensuite, c'est un appel à la fermeté. Fermeté contre ceux qui commettent des exactions. Je pense en particulier aux atteintes aux personnes. Est-ce que je dois rappeler qu'il y a plus de 130 forces de sécurité intérieure, policiers, gendarmes, qui ont été blessés. Je dois rappeler que des membres de l'administration pénitentiaire qui étaient à Fresnes On va y revenir, ouais. ont failli mourir. Je dois rappeler qu'un vigile qui gardait le tribunal de proximité d'Asnières a failli brûler vif. Qu'hier, dans la nuit, on a acheté un cocktail Molotov dans une annexe du tribunal de Nanterre, avec des personnels de justice terrorisés, et tout cela aurait pu se finir de façon absolument dramatique. Bon, pardon, mais pour ces gens-là, il faut une réponse ferme. Donc, déferment systématique, bien sûr, et sanctions fermes, et je vise aussi, bien sûr, tous ceux qui s'en prennent au bien. Il y a des tas de gens, voyez-vous, dont on a dégradé le magasin, on a pillé la boutique, et ensuite, bien sûr, il y a les services de l'État qui ont été touchés, les écoles, les crèches, les tribunaux, commissariats, bureaux de poste, j'en passe. Et ça veut dire quoi, sanction ferme? Ça veut dire de l'emprisonnement que le procureur requérera et que le juge, en fonction des règles qui sont les nôtres, eh bien, appliquera comme il l'entend, en toute indépendance. Mais il y a un rappel à la fermeté. Ça suffit maintenant. Est-ce qu'on sera... Il faut siffler la fin de ce que l'on voit et qui n'est hélas pas une récréation. Vous avez rappelé l'existence de l'interdiction de paraître. Oui. Tout le monde n'est pas spécialiste en droit, mais l'idée c'est que si vous êtes condamné pour quelque chose que vous faites quelque part, vous n'avez plus le droit de vous y trouver Oui, après décision de justice. Mais pardon, le plus simplement du monde, Monsieur le Ministre, aurez-vous les moyens de faire respecter ces sanctions-là? Les policiers sont aujourd'hui à pied d'œuvre, mobilisés dans des proportions exceptionnelles. Là, il s'agit de l'intervention judiciaire. Et c'est vrai que quand il y a une condamnation, on peut interdire à quelqu'un qui est du quartier, mais qui a commis des exactions dans le quartier, d'y retourner, ce qui est une sanction. Pour les mineurs, d'ailleurs, et ça, on le tient d'une possibilité qui est offerte par le Code de justice pénale des mineurs, c'est un texte récent, interdiction de sortir la nuit. Ça aussi, je demande au procureur de le requérir. Mais surtout, ce que je viens d'expliquer là, c'est du classique. Ouais. Mais il y a deux mesures qui sont novatrices et qui sont très importantes. La première, elle consiste à demander au procureur d'aller chercher auprès des plateformes les identités de ceux qui s'en servent. Vous savez que ces groupes, qui sont composés de gens très jeunes, 13, 14, 15, etc., se réunissent et s'informent par le vecteur Snapchat. Et ils pensent qu'ils peuvent le faire très tranquillement, sans jamais être identifiés. Ce n'est pas vrai? Ça n'est pas vrai. Et une loi de 2021 permet à l'autorité judiciaire d'aller chercher ces identités. Dans quel délai? Ah, très vite. Mais l'idée, même si l'identification prend un peu de temps par rapport aux faits qui ont pu être commis, l'idée c'est de dire à ces jeunes, vous ne pouvez plus vous planquer derrière Snapchat et les réseaux sociaux. Que risquerait-il du coup? Ils risqueraient naturellement les pénalités inhérentes aux infractions qu'ils ont commises. Si par Snapchat, je vous invite à aller commettre des exactions, qu'est-ce que l'on peut payer? Eh bien, judiciairement, on paie les exactions que nous avons commises. Et il y a une autre mesure qui concerne la responsabilité des parents. Le président de la République, ce matin, a dit c'est pas l'État qui éduque les enfants, sont les parents. Eh bien, chaque fois que des parents ont la possibilité d'exercer l'autorité parentale, ça n'est pas toujours le cas, bien sûr. Je pense aux mamans toutes seules qui sont débordées. Mais chaque fois que des parents peuvent exercer l'autorité parentale et qu'ils ne le font pas, et que cela cause des problèmes auprès des enfants de sécurité, de morale, eh bien, il existe un texte qui punit cet agissement, cette espèce de délaissement parental de 2 ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende. Comment est-ce que vous déterminez ça? Est-ce que la loi le prévoit clairement? Quels sont les critères qui permettent de dire ce parent-là a abandonné, ce parent-là aurait dû être... Déjà, partons du principe que quand on a 14 ans, à 3 heures du matin, on ne peut pas aller piller un établissement pour piquer un survêtement, une paire de Nike, des bijoux. Quand on a 14 ans, on doit être surveillé par ses parents. On va dire les choses très clairement. Il y a des parents qui sont débordés. Et naturellement, moi, je ne veux pas ajouter de la difficulté à la difficulté. Mais il y a aussi des parents pour qui, au fond, c'est la valeur éducative.
Celle que je dénonce et que le président de la République a Vous dénoncée. pensez que ce sera dissuasif de dire à ces gens-là qui parfois se trouvent en grande difficulté, écoutez, vous risquez de la prison ou une forte amende? Monsieur Boursier, les parents, ils ont des droits, mais ils ont également des devoirs. Et si la morale ne suffit pas, eh ben, il faut peut-être rappeler les termes de la loi. C'est pas moi qui l'ai inventé, ce texte. Il existe et il existe depuis longtemps. Moi, je souhaite qu'il soit appliqué. Vous avez un gamin de 14 ans, vous le gardez. D'ailleurs, cette nuit, il y a 2 vidéos, moi, qui m'ont beaucoup ému. C'est un papa qui va récupérer son gamin. Je ne sais pas si vous avez vu ces images. Il le jette dans le coffre de la voiture. Il le prend par le col, il le ramène à la maison. Et c'est une maman qui fait ça aussi. Et bien voilà, un papa et une maman qui ont été à la hauteur des responsabilités parentales qui sont les leurs. On ne peut pas laisser un gamin de 13 ans dans la rue impunément en sachant ce qui se passe et ce qu'il va aller y faire. Je voudrais revenir au cas des mineurs. Vous l'avez dit, les textes ont évolué récemment. Je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'il n'y a pas de parution immédiate, de comparution immédiate pour les mineurs. Mais bien sûr que oui. Si? Bien sûr. Alors, est-ce que... on peut aller très vite. Et d'ailleurs, le sens de la réforme que j'ai portée, qui est le code de justice pénale des mineurs, c'est que justement, on aille très très vite. Parce qu'avant ce texte, M. Boursier, un mineur était jugé 1 fois sur 2 quand il était majeur. Vous voyez, ça n'avait strictement aucun sens. Bien sûr que l'on peut aller vite. Bien sûr que les règles ne sont pas les mêmes, qu'elles sont plus protectrices pour les mineurs que pour les majeurs. Mais moi, je veux du déferrement systématique. Il y a quelques instants sur ce plateau, il y avait une avocate, elle nous a dit « Les officiers de police judiciaire ont commencé à nous appeler pour nous expliquer qu'il n'y aurait pas d'audition, au moins la semaine prochaine, tant il va y avoir de comparutions immédiates. » Et donc, il y a des comparutions immédiates. C'est bien ce que je demande. Moi, je souhaite qu'il y ait une réponse pénale. Et non seulement je souhaite qu'il y ait une réponse pénale sévère, systématique, je souhaite également, et je l'ai dit tout à l'heure aux procureurs généraux que j'ai vus en visio, je souhaite que les procureurs communiquent la réponse pénale qui sera celle des juridictions saisies. Parce que je veux que nos compatriotes sachent comment la justice a réagi et quelle est la réponse pénale. Vous avez parlé de la prison. On va regarder ensemble des images donc, de Fresnes, la prison de Fresnes hier soir, avec des gens qui s'approchent, armés de différents projectiles, qui essaient de casser une ville pour entrer dans la prison. Vous avez dit tout à l'heure que cette vidéo vous avez touché. Pourquoi, spécifiquement? Parce que je suis allé voir les hommes qui ont été menacés. Ils ont eu peur. Ils ont été très courageux. Vous savez, vous faites tirer dessus. Il y a une vitre qui est là. Le blindage a résisté. Mais franchement, vous ne vous dites pas quand vous êtes à cette place-là, à la place qui était la leur, la vitre va résister. Vous craignez au contraire qu'elle explose et que vous soyez touché dans votre chair. Moi, j'ai vu des gens considérablement traumatisés. Le personnel du tribunal de proximité d'Asnières, c'est la même chose. Figurez-vous que le tribunal de proximité, c'est le tribunal qui s'occupe des gens modestes. Il devait y avoir cet après-midi-là une audience de surendettement. Naturellement, elle n'a pas pu se tenir. Mais j'ai vu des gens en larmes. Enfin, voilà des gens qui ont consacré leur vie à la justice, qui n'ont rien demandé à personne, qui sont agressés dans des conditions absolument ignobles et qui ont failli y laisser leur peau. Oui, ça m'a beaucoup ému de les rencontrer. Avez-vous lu, Monsieur le Ministre, le communiqué d'Alliance Police Nationale et d'UNSA Police, qui a beaucoup fait réagir cet après-midi, parlant de hordes sauvages, du calme qu'il faudrait imposer, du fait d'être en guerre contre des nuisibles. Que pensez-vous de ce communiqué? Rien. Et monsieur, moi, vous savez, j'essaie d'avoir un discours nuancé, apaisant. C'est la ligne qui est la mienne. Bon. Est-ce que vous estimez que... C'est tout ce que j'ai à vous dire. Est-ce que vous estimez que tous les politiques sont dans cette ligne-là, que vous appelez de vos voeux, nuancée et apaisant? Bien sûr que non. J'ai dit tout à l'heure, chaque fois qu'on critique la police, avec les excès que nous connaissons depuis des mois et des mois, chaque fois qu'on critique la justice aussi, ben, on met dans la tête d'un certain nombre de gamins que la police ne vaut rien, que la justice ne vaut rien. Ce sont 2 grandes institutions républicaines, il faut les respecter. Et quand elles ne marchent pas bien, quand il y a une difficulté, une erreur volontaire qui est commise, il faut qu'on la sanctionne. C'est comme ça que ça doit se passer.
Monsieur le ministre, tout à l'heure, la communication qui a été faite par l'exécutif était de dire que les mesures pourraient évoluer en fonction de la situation. Est-ce que de votre côté, cette circulaire pourrait en appeler une autre ou être complétée par d'autres mesures? Monsieur, je peux vous dire qu'on est tous extrêmement mobilisés autour du président et de la première ministre, parce qu'on souhaite que l'ordre républicain soit rétabli. Donc s'il faut prendre une autre circulaire, je la prendrai. Je serai en contact avec les procureurs généraux de façon très, très serrée pour savoir ce qui se passe, comment les choses évoluent. Et j'espère naturellement que ces efforts, efforts de tout le monde, porteront leurs fruits. Vous comprenez que des élus locaux demandent l'état d'urgence ou demandent un couvre-feu généralisé? Je comprends tout, monsieur, je comprends tout, mais ce n'est pas moi qui vais vous annoncer d'autres mesures que celles que j'ai prises cet après-midi. Les choses sont susceptibles d'évoluer, je pense que cela a été dit. Et si nous allions vers d'autres mesures, je pense que c'est le président de la République ou la première ministre qui aurait la charge de les annoncer, naturellement. Encore un mot, s'il vous plaît, puisque depuis ce drame, il est beaucoup question de la loi qui régit l'utilisation de l'arme des forces de sécurité, qui date de 2017, enfin qui avait évolué en 2017. Est-ce que selon vous, une fois que les choses seront calmées, que le calme sera revenu, il sera question de revoir ce texte, de le reposer sur le métier? Ce texte qu'on appelle la loi Cazeneuve, c'est de cela dont vous me parlez. Monsieur, est-ce la faute d'une loi si une infraction pénale est commise? Moi, je vous retourne la question. Pour le moment, le parquet a dit un certain nombre de choses. La justice va suivre son cours, faire son travail, et nous saurons si l'on doit retenir des responsabilités, de quel ordre elles sont. Voilà le commentaire que je peux faire. Moi, vous savez, je ne m'interdis rien a priori, mais je ne veux pas qu'on aille trop vite. Et d'ailleurs, je suis de ceux qui plaident qu'une loi ne peut pas être une loi circonstancielle. Il faut poser les choses. Je suis un ministre qui consulte beaucoup. Voilà, je ne m'interdis rien, mais ce n'est pas comme cela, sous le coup d'une émotion vive, qui est l'émotion de toute la nation, qu'on peut changer les choses. Merci beaucoup, Éric Dupond-Moretti, Je vous en d'avoir prie, été merci l'invité à vous. de BFM TV ce soir.